moi, je vais vous parler de comment créer des documents et des documents qui ont de la gueule avec LabVIEW et en utilisant ASCII-Doc. On va parler de ça aujourd'hui. Juste une petite présentation pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Olivier Jourdan, je fais du LabVIEW. J'ai commencé au siècle dernier, donc il y a quelques années. Je suis architecte, je suis LabVIEW Champion. J'ai créé ma propre société en 2018 qui s'appelle WowaLab et je suis également membre du conseil d'administration du consortium DQMatch, donc qui est en charge le développement, le support, la maintenance du toolkit du framework DQMatch que vous avez probablement déjà utilisé ou en tout cas vous en avez entendu parler. J'ai un compte LinkedIn et un compte Twitter sur lequel il m'arrive de poster des choses sur la bio. Voilà, alors, plongeons dans le vif du sujet. 3 parties dans ma présentation. Déjà, c'est quoi un document pro qu'on est content de montrer à quelqu'un? Donc, on va regarder quelques exemples, en tout cas de ce que moi, j'entends comme être un document qui a du style. Après, on va prendre du temps pour comprendre comment ces documents sont générés, donc en utilisant ASCII-Doc. Alors, pourquoi et comment on l'utilise. Et puis, on finira par comment aller plus loin, qu'est-ce qu'il y a encore à faire sur ça. Donc, qu'est-ce qu'un beau document? Alors, déjà, une définition générale, quand on parle de document dans le contexte d'une application LabVIEW, c'est un document qui est créé pour partager de la donnée et qui soit lisible par un humain. Donc souvent, on va trouver des rapports de test, ce genre de choses qui sont générées par nos applications. Quelques points clés pour ces documents. Donc, on doit présenter des datas, si possible, de la manière la plus lisible possible. Donc, ça veut dire des tables, des graphes, des représentations graphiques en général. On doit pouvoir naviguer dans ce document. Si on a un document de 30 pages et qu'on peut juste naviguer dans le document avec la molette, 30 pages, 50 pages, ça va commencer à être compliqué. Si il peut reprendre le design graphique de notre société ou de ce qu'on veut mettre en avant, c'est encore mieux, plutôt que d'être ressemblant à tous les documents qu'on peut générer. Et puis, si on peut générer ce document dans différents formats, c'est aussi une bonne chose, parce que des fois, on veut juste le partager sur un site web, donc là, on va pouvoir privilégier le HTML, par exemple, ou on veut pouvoir l'imprimer ou l'envoyer par mail. Là, le PDF sera peut-être plus simple. Donc, il faut être capable de générer ces différents types de formats. Petit exemple, c'est toujours mieux qu'un long discours. Vous avez probablement entendu parler du projet Antidoc que j'ai développé et qui permet de générer de la documentation de manière automatique. Donc, il y a toute une partie qui ne nous intéresse pas aujourd'hui, c'est comment on récupère l'information. Et ce qui nous intéresse, c'est comment on va la montrer au final. Donc, comment on va générer, par exemple ici, un HTML avec des données, des représentations graphiques, par exemple des diagrammes de classe, des tableaux avec des images dans les tableaux. Donc là, on l'a vu au format HTML, mais on peut aussi générer exactement le même document au format PDF. Donc là, on a le même document, sauf qu'on a un PDF, on a les mêmes moyens de naviguer, c'est-à-dire on va dans la table des matières, on clique sur un titre de paragraphe et on revient. Donc ça, c'est un type de document qui est sympa. Un deuxième exemple, j'ai essayé, c'est toujours délicat de trouver des applications qu'on a développées pour des clients parce que y a toujours une confidentialité qui doit être maintenue.
Donc là, j'ai fait une petite application de démo qui récupère les téléchargements sur le site de vipm.io, où on peut télécharger des toolkits, et qui fait le suivi des downloads, du nombre d'étoiles qu'a reçu le toolkit, etc. Donc ça, c'est mon application qui génère de la donnée. Et maintenant, je veux générer un rapport. Donc là, je le génère au format PDF. Et si je peux l'ouvrir, ici, par exemple, je l'ai ici. Vous voyez que mon document, j'ai pu le mettre aux couleurs de Wovalab. Donc j'ai un PDF qui est multi-page avec une page de titre avec le logo de la société. On voit que la police, ça c'est la police qui est utilisée par Wovalab dans tous les documents de communication. Et puis, je vais avoir des tables, des graphes, des barres graphes, des graphes, par exemple ici, je vais voir voilà, l'évolution des downloads sur 30 jours. J'ai un graphe, un radar plot qui me permet de visualiser différents items que je veux suivre. Et j'ai un document voilà, qui a des en-têtes, des pieds de page. Si je retourne au début, voilà, je peux aller aussi, voilà, j'ai un lien cliquable qui m'amène directement à un endroit précis de mon document. Donc voilà, on a vu des exemples de documents. Maintenant, comment on génère ce type de document avec la view? Alors, habituellement, je dirais, il y a une grande majorité de personnes qui utilisent le Report Generation Toolkit, RGT pour les intimes, ou des toolkits similaires qui vont être basés soit sur Microsoft Office, soit sur OpenOffice. Donc, on va avoir un éditeur de texte. On va venir piloter via ActiveX, via .NET, ce genre de choses. Il y a aussi un toolkit qui a été fait par la société Caria qui peut générer des PDF. Et puis, si on est en dehors de la view, Diadem permet la génération de rapports, Watts aussi. Voilà. Bon, je ne suis pas spécialiste, je n'ai jamais utilisé énormément ces outils-là, mais voilà, je sais qu'il y a des possibilités de génération de rapports dans ces outils. Donc ça, c'est les solutions qui existent. Moi, la solution que je mets en œuvre et que je propose, c'est d'appuyer la génération de documentation sur AsciiDoc et AsciiDoctor. C'est deux choses que l'on va voir maintenant dans cette partie et qui vous permettent de générer à la fin les PDF et les HTML que je vous ai montrés. Alors, premier point, AsciiDoc. Alors, un petit rappel, dans cette présentation, je parle bien de AsciiDoc et AsciiDoctor. Pour ceux qui connaissent Antidoc, je n'en parle pas, je l'ai utilisé en tant que démo au début, mais Antidoc, c'est un projet qui utilise AsciiDoc. D'accord? Donc là, on est vraiment sur la génération de documents que l'on crée. Donc, AsciiDoc. AsciiDoc, c'est un langage de markup léger. Donc, qui a été vraiment créé, et ça vient de la documentation de AsciiDoc, pour écrire de la documentation technique. C'était le focus de départ de cette syntaxe. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un Lightweight Markup Language? Vous avez sûrement entendu parler de Markdown, de MediaWiki, ce genre surtout Markdown qui est très utilisé dans tous les sites web où on peut laisser des commentaires, où vous pouvez formater votre commentaire en utilisant du Markdown. Donc, AsciiDoc rentre dans ce groupe. Et donc, le Lightweight Markup Language, c'est plus simple à écrire qu'un markup language classique type XML et HTML. Donc, on peut l'écrire, je dirais, on prend son éditeur de texte favori, même si on est des développeurs LabVIEW. Donc, il faut se trouver un éditeur de texte favori, mais ça peut être un Notepad++, ou un Visual Studio Code ou un Notepad. Et vous pouvez écrire facilement du Lightweight Markup Language, donc du AsciiDoc, par exemple. Et puis surtout, c'est lisible. Même si vous ouvrez le fichier texte, vous allez pouvoir comprendre le contenu du document.
même si à la fin, vous voulez avoir un beau document PDF ou HTML. Alors, pourquoi choisir ASCII-Doc? Il y en a une palanquée, Markdown a le vent en poupe, ce genre de choses. Alors, c'est pourquoi moi, à un moment donné, j'ai dit bah, ASCII-Doc, ça va être la solution. Alors déjà, la syntaxe, elle est assez intuitive. Elle est un peu plus complexe que Markdown, mais voilà, elle s'apprend assez vite. Et le deuxième point, c'est que cette syntaxe, il y a une seule spécification qui existe. Si vous connaissez Markdown, bah, vous connaissez le Markdown que fait GitHub, ou le Markdown que fait GitLab, ou le Markdown qui est utilisé sur un autre site. C'est-à-dire qu'on peut avoir différentes version du Markdown, un Markdown de base, et puis chacun va aller rajouter son petit truc, sa petite manière de rajouter un formatage spécifique. Comparé aux autres Lightweight Markup Language, ASCII-Doc, il a des fonctions avancées qui sont très puissantes. Et ça va être vraiment un plus par rapport aux autres. La documentation qui est associée à ASCII-Doc, elle est juste, c'est juste un bonheur pour aller chercher dedans. Ça tombe bien vu que ASCII-Doc a été fait pour écrire des documents techniques et de la documentation. Et puis, vous avez une communauté qui est vraiment exceptionnelle, qui est presque très proche de moi, ce que j'ai connu, que je connais dans le monde des développeurs LabVIEW. Et ben, j'ai retrouvé ça quand j'ai posé des questions à des gens vraiment ouverts qui répondent aux questions. Ça, c'est vraiment top. Et puis la dernière raison, c'est qu'il y a un toolkit LabVIEW qui vous permet de générer de la syntaxe ASCII-Doc sans avoir à l'apprendre. Alors, ce toolkit, alors, on est à l'opposé de ce que nous a présenté Youssef il y a 5 minutes, mais voilà, hein, il faut tout, c'est vraiment pas un problème. Donc, le toolkit, il est open source, donc vous avez accès au code. C'est disponible à partir de la BIOS 2014, donc si vous avez des vieilles applications, vous pouvez l'utiliser. Ça s'installe avec VIPM et bah, c'est développé et maintenu par moi-même et Wovalab. Et Wovalab, je suis le seul à Wovalab, donc voilà, c'est l'équipe complète que vous avez en face de vous. Alors, c'est bien beau tout ça, mais maintenant qu'on a généré, enfin, on a dit on va utiliser cette syntaxe, à la fin, là, on n'a qu'un fichier texte. Puis si on regarde un fichier texte, ça ne va pas être ce que je vous ai montré en début de présentation. Donc là, entre en jeu ASCII-Doctor. Donc ASCII-Doctor, ça va être le processeur qui va nous permettre de parser un fichier ASCII-Doc et de le convertir en PDF, en HTML, mais aussi en docbook, en EPUB, et puis ici en page de manuel de commande Linux. Et puis, si vous voulez créer votre propre processeur qui va s'intégrer à ASCII-Doctor, ben, voilà, il n'y a qu'à. Ça ne peut pas se faire en LabVIEW, mais voilà, c'est ouvert. Donc ça, c'est vraiment l'outil qui nous permet de passer de notre fichier texte au fichier HTML ou PDF que je vous ai montré en début de présentation. Alors ça, c'est bien ici, on a une toolchain qui permet de faire cette conversion. Par contre, ça peut être un peu lourd quand on a notre fichier ad hoc, il faut lancer une ligne de commande pour créer le fichier HTML, etc. On a des situations où on peut utiliser la syntaxe ad hoc et puis avoir finalement une vue live du résultat. Si je commence par le bas, si vous êtes utilisateur de GitLab ou de GitHub, si vous avez dans votre repository de développement un fichier .adoc avec de la syntaxe ASCII-Doc à l'intérieur, GitLab et GitHub va de suite vous faire la prévision en HTML. Donc le formatage des tableaux, des sections, le gras, les paragraphes, etc.
Si vous ouvrez aussi un fichier .doc dans votre navigateur préféré, vous pouvez installer un navigateur, une extension à votre navigateur qui vous permettra là aussi d'avoir un live preview de votre fichier. Et puis enfin, typiquement avec les éditeurs de texte, beaucoup arrivent avec des extensions. Donc moi, j'utilise beaucoup Visual Studio Code, qui est gratuit, qui permet de faire plein de choses. Et ben, il y a une extension ASCII-Doc qui vous permet d'avoir le texte que vous tapez avec la syntaxe, avec en plus de la coloration de syntaxe qui vous permet de, voilà, c'est plus simple pour vous d'aller faire et de voir en direct le rendu HTML du fichier ad hoc que vous êtes en train d'éditer. Donc voilà, ça peut s'utiliser aussi de manière assez simple quand vous éditez vous-même le fichier texte. Alors une dernière raison pour laquelle choisir ASCII-Doc par rapport à Markdown ou à DocuWiki, ce genre de choses, c'est que le développeur principal de ASCII-Doctor, qui est très impliqué dans aussi les spécifications de la syntaxe, etc., un jour m'a répondu sur Twitter. Quand j'ai fait au tout début, c'était en 2020, voilà, j'avais mis un message comme quoi il y avait un toolkit dans la bio qui permettait de créer de la syntaxe ASCII-Doc. Et là, il m'a répondu et il m'a dit, bah, moi, voilà, vous avez le texte de sa réponse. En fait, il a commencé à programmer avec la bio. Et voilà, c'est juste un clin d'œil de l'histoire, on va dire, mais c'est juste voilà, la dernière raison qui fait que utiliser ASCII-Doc avec la bio, c'est juste une normale et une évidence. Alors, pour récapituler, on a ASCII-Doc qui est le langage, c'est la syntaxe avec laquelle vous allez écrire votre document, le code source de votre document finalement. Et puis vous avez ASCII-Doctor qui va faire le processing de ça pour au final générer le PDF ou le HTML. Et avec un seul code source, eh ben, vous allez pouvoir obtenir plusieurs formats différents. Ça, c'est génial aussi. Alors, on va prendre un peu de temps pour regarder la syntaxe, pour que vous ayez une idée de ce que ça veut dire quand je parle de syntaxe ASCII-Doc. Première chose, comment je vais définir des différents niveaux de section. Tout simple, je mets un certain nombre de égales en début de ma ligne, un espace et le titre de ma section. Donc, sur la gauche, vous avez la syntaxe et sur la droite, vous avez le rendu HTML ici avec le CSS par défaut utilisé. Bien sûr, on peut formater notre texte, on peut mettre du gras. Donc là, on va utiliser des astérix qui vont entourer le mot qu'on veut mettre en gras. On peut mettre de l'italique, etc., etc. On peut faire des listes à puces avec plusieurs niveaux. On peut faire des listes ordonnées avec des 1, 2, A, B, etc. On peut faire des checklists, très simplement. Hein. Donc là, pour ceux qui ont l'habitude, je sais que voilà, avec GitLab, vous allez avoir ça, par exemple, dans les commentaires, si vous voulez dire check, j'ai fait ça, vous avez quasiment la même syntaxe. On peut ajouter des liens. Alors, ça peut être juste hyper simple. On met l'URL de suite dans le rendu final. Bah, ça sera un lien cliquable. On peut mettre l'URL et puis dire bah, je ne veux pas afficher l'URL, je veux afficher un texte. Et puis, on peut aller vraiment plus loin et dire bah, voilà, je veux que moi, quand je clique sur subscribe, je veux avoir mon éditeur de mail par défaut qui s'ouvre avec l'adresse d'envoi et un objet et déjà un corps de message d'appeler. Donc, on peut aller déjà dans des choses un peu plus évoluées. Bien sûr, on peut mettre des images.
on peut créer ce qu'on appelle des admonitions blocks. Ça, c'est juste génial quand vous écrivez un document, que vous voulez mettre en avant quelque chose. Et bah, au lieu de vous dire, ah bah, ça serait bien d'avoir une petite icône, il faut que j'aille chercher l'icône, et puis je me rappelle plus ce que j'avais mis il y a 2 mois comme icône. Là, vous allez juste écrire note, important, type, vous mettez 2 points, un espace, et vous mettez ce que vous voulez écrire. Et le résultat final, vous avez les icônes, et vous avez tout le temps les mêmes icônes, c'est formaté exactement pareil. Vous pouvez créer des tables. Vous pouvez aussi créer des raccourcis, avoir directement les touches d'un clavier. Donc, vous faites de la documentation, vous voulez dire, faites CTRL-C, CTRL-V. Hop, au lieu d'écrire CTRL-C, CTRL-V, vous mettez donc cette syntaxe. Et puis, au final, bah, vous aurez la touche F11 ou le CTRL-SHIFT-N, etc. Donc, vraiment, ça peut vraiment faire très facilement des documents hyper pro. Et surtout cohérents, qui restent cohérents tout au long du document et quel que soit le document que vous écrivez. Pour nous qui faisons souvent un peu de mathématiques, vous pouvez écrire des équations. Donc, ça va supporter les langages classiques pour ce genre d'écriture. Et au final, vous allez pouvoir faire des matrices, des tas de choses un peu complexes à faire habituellement. Donc ça, c'était tout ce qui est, on va dire, formatting de base. Et là, on va aller voir un peu des fonctions avancées. On ne va pas tout voir, mais il y a certains points qui sont hyper importants. ASCII-Doc supporte les attributs. Donc, en gros, une paire nom-valeur. Et ça, c'est un attribut que vous pouvez réutiliser dans votre code. On a différents types d'attributs. Ceux que l'utilisateur va définir. Donc, par exemple, à un moment dans mon document, je vais définir un attribut. Par exemple, ici, je dis que l'attribut LV, c'est la view trademark. Et je dis, il y a aussi une URL que je veux utiliser souvent. Je vais définir l'attribut URL-home. Et puis, je vais dire, c'est le site web Wovalab. Ensuite, dans mon texte, je vais écrire une phrase qui contient la view et qui contient l'URL. Et quand je vais faire le rendu, directement, il va me mettre la view avec le petit trademark qui va bien et le site correctement formaté. Et si je veux réutiliser dans le document la view ou l'URL du site, je vais juste utiliser l'attribut. Et puis le jour où Wovalab, ça s'appelle plus Wovalab et je veux pointer sur autre chose, j'ai à changer à un seul endroit. Bon, pour des développeurs comme nous, ça doit vous parler. C'est quand même une manière de ne pas dupliquer du code. J'aime bien parler de code quand j'écris un document en ASCII-Doc, par exemple, parce que ça me rappelle ça. Et puis, on a des built-in attributes. Donc, ça va vous permettre de savoir un peu au moment où vous faites votre processing de documents, ce qui se passe, récupérer de l'info. Par exemple, on peut dire, OK, j'ai un attribut qui me permet de savoir est-ce que j'utilise le processeur HTML5 ou PDF. J'ai un attribut qui me donne la dernière modification, la date et l'heure de la dernière modification du document. Donc, ça veut dire que je peux le réintégrer dans mon document. Et puis, je peux en définir certains. Par exemple, dire où est-ce que on va trouver les images qui sont contenues dans le document. Est-ce que je veux une table des matières ou pas? Dans cette table des matières, si je l'affiche, quel niveau de sous-section je veux afficher? Est-ce que les 2 premiers niveaux, les 3 premiers niveaux, etc. Et il y a aussi donc, une autre fonctionnalité avancée, c'est les include directives. Donc, ça veut dire que je peux écrire un document et en fait dire à un moment donné, tu vas m'inclure un autre fichier ad hoc ou un autre fichier texte. Et au moment du processing, ça va se faire. Donc là aussi, on va avoir une modularité dans la création des documents qui est complètement possible. Je vais avoir un document, le main, ça va être vraiment comme la view. Le main, il va peut-être contenir que quelques includes.
et ça va pointer sur d'autres fichiers. Donc, si on est plusieurs à travailler sur le même document, bah, c'est pratique aussi. Et on a des conditional directives aussi, où on peut dire, ben, si par exemple, il y a un numéro de révision qui a été défini dans mon document, alors je vais afficher ce texte. S'il n'y a pas, je ne l'affiche pas. Petites astuces, les attributs, les include, les conditional directives, tout ça, ça peut être mixé. Donc, on peut vraiment, on commence à coder dans le document quasiment. Et puis, le deuxième point qui est hyper important, c'est que les attributs, vous allez pouvoir les définir soit dans le document, et soit aussi au moment où vous créez le document et que vous appelez ASCII Doctor. Parce qu'on va passer par une ligne de commande, et la ligne de commande, elle peut prendre des attributs en option. Donc vous pouvez modifier votre document et la manière dont vous le générez. Bon, maintenant qu'on a vu à peu près à quoi ressemblait la syntaxe, revenons à ce qu'on aime, la view. Qu'est-ce que je fais avec la view? Alors, comme je vous ai dit, si je veux générer un fichier avec la syntaxe ADOC, ASCII-Doc, j'ai un toolkit qui est disponible et que vous pouvez télécharger avec VIPM. Vous avez la doc ici. Cette doc, elle a été générée avec AntiDoc, l'autre projet, AntiDoc qui utilise ASCII-Doc. Donc ça, c'est la doc d'ASCII-Doc générée par ASCII-Doc. Voilà, pour le petit twist. Un exemple de code. Donc, on va avoir la capacité de créer des blocs, donc par exemple des blocs de paragraphes, un admonition block. Ces blocs-là, on va une table. Ces blocs-là, on va les organiser en sections et en sous-sections. Et on va ajouter ces sections au document complet sur lequel on va pouvoir définir si je veux voir quel niveau de sections je veux voir dans la table des matières, est-ce que je veux voir des nombres sur mes sections, etc. etc. On peut faire tout un certain nombre de réglages sur le document généré. Et à la fin, on va pouvoir générer l'output. Donc l'output, ça va être notre notre fichier texte à la syntaxe ASCII-Doc, donc qui est lisible, mais qui n'est pas simple de partager. On n'a pas envie de partager ça au final. Donc, comment on obtient ce fameux cette visu HTML ou PDF sans avoir forcément à utiliser un navigateur web ou Visual Studio Code, etc. Moi, je suis dans la view et je veux mon PDF à la fin, quoi. Je ne veux pas m'embêter. Alors, c'est pas mal parce que le toolkit ASCII-Doc for la view, et ben, depuis sa version 1.5, il arrive avec l'installeur de la toolchain ASCII Doctor. Donc, vous n'avez rien à faire, vous installez le toolkit. Au moment de l'install, ça installe la toolchain. Et ensuite, vous allez pouvoir générer, donc pointer un fichier ad hoc et générer le PDF ou le HTML correspondant. Donc ça va bien quand on installe, donc ça s'installe au moment où on installe le toolkit avec VIPM. Mais si vous intégrez de la génération de rapports dans une application LabVIEW, eh ben, il est fort probable que l'application LabVIEW ne soit pas utilisée sur la machine de développement. En général, c'est ce qui arrive. Donc il faut aussi pouvoir gérer l'installation de cette toolchain avec un exe. Donc là, vous avez deux fonctions qui vous permettent de checker s'il y a une install valide de la toolchain ASCII Doctor sur la machine. Et s'il n'y en a pas, vous pouvez installer via une fonction du toolkit la toolchain. Donc ça fait exactement la même chose que quand vous installez via IPM. Et puis bien sûr, vous avez la fonction qui prend un fichier ad hoc
et qui génère le PDF. Vous pouvez ouvrir, ça va ouvrir directement le PDF. Si vous mettez le booléen vrai, ça l'ouvre directement dans le navigateur web par défaut de votre PC. Alors, maintenant, on a parlé de visualisation des datas, donc on veut voir des graphes, on veut voir des diagrammes, ce genre de choses. C'est plus parlant, ça montre plus de choses dans un document. Parce qu'au final, on fait quand même les documents pour qu'ils soient lus. S'ils ne sont pas lus, on peut les faire avec n'importe quoi, c'est pas grave. On peut ne pas les faire du tout. Donc, comment on va faire pour les graphes, pour les diagrammes, etc. Eh ben, on va utiliser un peu la même solution, c'est-à-dire qu'on va les décrire sous forme de texte. Et il y a beaucoup de projets qui existent qui permettent qui définissent une syntaxe pour pouvoir à la fin générer une image qui correspond à la syntaxe. Et c'est top parce que ASCII Doctor les supporte, soit via une extension ASCII Doctor Diagram qui peut être installée, ou il y a un projet qui s'appelle Croquis qui vous permet, qui est un serveur qui vous permet d'envoyer votre syntaxe et de récupérer l'image. Alors, par exemple, quelques exemples de visualisations qui sont supportées et qui peuvent être faites avec un document écrit en ASCII Doc. Les diagrammes. Ici, on a une image qui est tirée d'une documentation générée par Antidoc, où on voit des liens entre modules DQMatch avec des flèches, etc. Bah, tout ça, c'est fait avec la syntaxe GraphViz et avec le projet Graph Builder que Cyril, qui doit être encore présent, j'espère, s'il reste 2-3 personnes aujourd'hui, après la présentation qu'on a vue. Il reste beaucoup de monde. Bon, super. Donc Cyril a fait un projet LabVIEW open source qui est utilisé dans Antidoc pour générer ce type de diagramme et qui peut être utilisé dans d'autres softs si vous avez besoin de visualiser ce genre de diagramme. Si on veut représenter des diagrammes de classe, donc là, on a PlantUML, qui est une syntaxe qui permet de faire de l'UML, comme son nom l'indique. Là aussi, il y a un projet open source qui a été développé par Tatiana Boyer, qui s'appelle Classic Diagram Viewer, et qui permet d'obtenir le genre d'image que vous voyez à l'écran. Et donc, Classic Diagram Viewer est un peu différent du projet de Cyril, dans le sens où il prend une classe, où il prend un projet ou une target, la view, et il va aller faire le parsing et générer de suite le diagramme de classe, ce qui est top. Alors qu'avec le projet de Cyril pour les diagrammes, là, on fait ce qu'on veut. Enfin, on a les briques qui nous permettent de créer des nœuds, des liens entre les nœuds, etc. Donc, c'est deux approches différentes qui sont intéressantes aussi. Maintenant, si on veut dessiner des graphes, habituellement, ce qu'on fait quand on fait un rapport avec LabVIEW, on va faire une copie d'écran, enfin, on va récupérer l'image d'un objet LabVIEW, puis on va la mettre dans le document. Ben, on a aussi là pas mal de librairies de visualisation de données. Moi, j'aime vraiment Vega et VegaLite, et la version 1.6 du toolkit intègre 3 nouveaux blocs qui vous permettent de faire des line charts, des bar charts, alors groupés. Donc vous avez 3 groupes ici, on a 4 groupes et 3 items par groupe, par exemple, qui sont affichés. On peut faire tout, hein. Et puis les radar charts. Donc ça, c'est 3 types de visualisation. La bibliothèque Vega et VegaLite, elle permet des tonnes de choses. C'est vraiment une première approche pour voir un peu les retours des utilisateurs, voir les usages qui sont faits. Mais avec ça, on peut déjà faire pas mal de choses en termes de visualisation des données dans un document. Donc, un petit récap de ce qu'on a vu. Pour générer un fichier HTML ou PDF, à partir d'une seule source, j'insiste,
vous pouvez créer des fichiers avec la syntaxe ASCII-Doc, avec des diagrammes, avec des graphes, directement depuis la view, sans forcément connaître la syntaxe, puisque le toolkit va vous permettre de le faire. Et vous avez la petite fonction qui vous permet de faire le passage du fichier texte au PDF à l'HTML directement dans la view. Avantage. Dans la view, on fait que de la création de fichiers texte. C'est pas complexe. C'est pas du deep learning. Il faut connaître la syntaxe et il faut savoir manipuler des chaînes de caractères. Donc le toolkit en lui-même, il n'a rien d'extraordinaire. Alors il y a un support complet de l'Unicode. Alors pour nous, utilisateurs LabVIEW, on est un peu contraint parce que LabVIEW gère assez mal, ne gère pas l'Unicode ou quasiment pas. En tout cas, c'est très complexe de gérer l'Unicode. Mais voilà, si vous allez un peu plus loin, vous pouvez intégrer des choses, des caractères vraiment, tout type de caractères dans vos documents. Pourquoi je dis ça? Ça gère l'Unicode. Ça s'appelle ASCII-Doc, la syntaxe. Ça ne veut pas dire que ça ne peut afficher que du format ASCII-Doc. ASCII. Ce que ça veut dire, c'est que la syntaxe en elle-même est définie avec les caractères ASCII. C'est tout. Mais par contre, vous pouvez mettre des émoticônes dans vos documents. Ça sera supporté dans la génération. C'est simple. Vous pouvez débugger votre outil. C'est-à-dire, vous générez votre document avec la view. Si le document final il n'est pas celui auquel vous vous attendez, vous prenez votre fichier ad hoc qui a été généré, vous prenez Visual Studio Code et vous allez voir pourquoi ça ne marche pas. Et vous le débuguez. Quand vous avez un Word qui est généré avec le Report Generation qui ne fait pas ce que vous voulez, ouais. Moi, j'ai plus beaucoup de cheveux. Donc, je ne peux plus m'en arracher beaucoup, mais j'évite. Donc, Donc, ouais, c'est quand même vachement plus simple qu'avec d'autres outils. L'ensemble de ce que je vous ai présenté, c'est tout open source. Du toolkit LabVIEW à ASCII Doctor et ASCII Doc, c'est tout open source. Donc voilà, vous avez accès à tout si vous voulez vraiment plonger dedans. Et vous n'avez plus besoin d'installer Office ou d'autres applications, ni d'imprimante PDF pour générer un truc à la fin. Tous les trucs, quand vous faites l'installation de vos applis, il y a toujours un truc qui merde, l'IT vous empêche d'installer une imprimante. Enfin voilà, donc ça, vous débarrassez de tout ça. Donc voilà, ça c'était vraiment la présentation du toolkit. Maintenant, comment on peut aller plus loin? Combien de temps il me reste, Luc? Rien. Ouais, Je fais rapide. C'est pas toi qui es en retard, c'était le départ. Alors, quand vous utilisez le toolkit ASCII-Doc, vous allez avoir une output HTML et PDF qui utilise les templates par défaut. Vous pouvez, bien sûr, définir un CSS spécifique quand vous faites de l'HTML et un PDF et ajouter un thème à votre PDF. Vous l'avez vu dans les premières slides, les PDF que je vous ai montrés, ils étaient aux couleurs de vos valables. Donc, ils peuvent être aux couleurs de votre entreprise, aux couleurs de votre client, etc. Il y a encore des choses à faire au niveau du toolkit. La syntaxe qui est, accessible au niveau du toolkit, elle est loin de représenter tout ce qui peut être fait avec ASCII-Doc. Je pense que ça sera jamais complet, mais voilà, il y a des choses encore à ajouter. Les graphes, ça c'est vraiment un truc sur lequel moi j'aimerais avancer et ajouter des choses pour pouvoir faire des représentations graphiques vraiment avancées. Et puis, et ça c'est un peu c'est la fin et c'est une ouverture vers d'autres présentations possibles. Moi, quand j'ai découvert ASCII-Doc il y a maintenant presque 4 ans, et je me suis dit, je vais faire ça en LabVIEW et puis je vais l'utiliser pour créer Antidoc. AntiDoc a été
finalement le déclencheur de la création de ce petit toolkit par rapport à Antidoc. Ça m'a fait vraiment découvrir un monde complet au niveau de la documentation. Et il y a vraiment, quand vous mettez le doigt dans cette syntaxe, ça ouvre des choses, et notamment l'approche Docs as Code. On sait que la documentation, c'est pas quelque chose qu'on apprécie énormément. Moi, ça fait plus de 20 ans que je bosse avec la Vue dans le métier qu'on a, et j'ai jamais aimé écrire des docs. Mais depuis 3-4 ans, j'en ai fait quelque chose qui est vraiment, qui me plaît, en plus de faire du LabVIEW. Et cette approche Docs as Code, elle combine les workflows qu'on a en développement, les outils qu'on a en développement, pour permettre de vraiment se focaliser sur le contenu de nos documentations et pas sur comment je vais fournir le document final, comment je vais gérer les modifications, comment je vais travailler en équipe sur la même documentation. On va mettre notre documentation au format ASCII-Doc, on va mettre notre documentation dans le repository, on va pouvoir suivre notre édition de documentation avec les mêmes outils qu'on suit les fonctionnalités et les bugs à corriger dans LabVIEW. Et puis surtout, on va pouvoir automatiser finalement le test, la génération du document final et la livraison. Un rapide exemple, vous avez peut-être vu que le DQMH Consortium avait publié des style guides pour LabVIEW, celles qu'on préconise. La documentation, le source code de la documentation, elle est écrit au format ASCII-Doc, et la génération est faite via de l'intégration continue. On ne génère jamais le PDF, on va tout le temps, et donc là je vous montre un exemple, le PDF qui est généré quand on travaille sur le document. Vous voyez qu'à chaque fois qu'on va pusher notre modification de fichier texte, on va avoir la génération du PDF et de l'HTML aussi, je vous montre que le PDF. Et vous voyez qu'ici, on met un draft, parce qu'on sait que ce document, ce PDF, n'est pas la version finale. Et puis, quand ça va être une version release, et ben là, on va voir en en-tête de page que c'est la version release et c'est la 1.0, 0, et ça vient de notre workflow de développement, de notre documentation. Et vous n'avez plus le draft et vous avez l'ensemble du document. Et là, on parle d'un document de 39 pages. Donc là, on ne le génère pas avec LabVIEW, hein, on l'écrit avec un éditeur de texte. Mais voilà, ce qu'on aurait fait auparavant avec Word ou dans une appli web pour générer de l'HTML. Mais ça, c'est fait de manière automatique. Donc ça, c'est totalement un autre sujet. Enfin, c'est un sujet qui continue cette présentation. One more thing, bien sûr, cette présentation, je l'ai écrite en ASCII-Doc, hein, sinon c'est pas rigolo. Et j'ai fait le rendu HTML en utilisant ASCII-Doctor et un converteur spécifique pour les présentations. One last thing que je voulais vraiment prendre le temps, les 30 secondes pour en parler. Vous avez peut-être vu sur LinkedIn, je parle un peu d'open source. Tout ça, c'est des projets open source. C'est aussi quelque chose que j'ai découvert quand j'ai créé Ovalab. Je ne faisais pas du tout avant. C'est un monde génial. Et quand on commence à avoir des projets où il y a des gens qui utilisent, bah, ça devient compliqué de tout gérer. Voilà, il faut aussi faire rentrer des sous dans le porte-monnaie. Donc, on ne peut pas faire que de l'open source. En tout cas, je ne sais pas faire de l'open source qui permet d'en vivre. Donc, si jamais vous avez envie de contribuer, oui, il y a des tas de manières de contribuer à des projets open source. Et là, je parle de manière globale. Hein, je ne parle pas que pour les projets open source que je développe, mais il y a des tas de projets open source. Il y a de plus en plus de projets open source dans le monde de LabVIEW. Donc, vous pouvez contribuer. Vous pouvez tester et rapporter des issues. Vous pouvez aider d'autres utilisateurs avec le projet. Hein. Si les personnes qui développent, elles n'ont pas à faire le support, entre guillemets, ou en tout cas l'aide à l'utilisation des toolkits, bah, ça leur gagne du temps pour développer. Vous pouvez améliorer la documentation, vous pouvez aussi développer en corrigeant des bugs, en implémentant des nouvelles features. Ça, c'est une contribution un peu plus forte. Et puis, si vraiment vous n'avez pas cette partie-là, mais que vous voulez quand même supporter les projets open source,
Vous pouvez remercier les développeurs, vous pouvez ajouter des étoiles. Par exemple, sur VIPM, il y a des toolkits, et je ne parle pas des miens, il y a des toolkits qui sont downloadés 15 000, 20 000 fois, ils ont 3 étoiles. Donc, il y a des gens qui, quand même, les utilisent, doivent les trouver bien parce qu'ils sont téléchargés assez régulièrement, mais qui ne remercient pas les développements et les développeurs. C'est un peu dommage, ça prend pas tant de temps que ça, on se crée un compte sur VIPM et puis on peut mettre des étoiles. Donc tous les toolkits que vous utilisez, allez mettre des étoiles dessus, ça fera plaisir aux développeurs. Vous pouvez aussi aller mettre des étoiles sur les repos, sur GitLab, sur GitHub, ça fait toujours plaisir aux développeurs. Et dernière chose, si vous ou votre entreprise utilise des projets, vous utilisez des projets open source dans vos applications et que vos applications reposent en partie sur ces projets, vous pouvez aussi, il y a certains projets qui ont des liens pour accepter des donations. Et ben voilà, c'est toujours un moyen d'assurer la maintenance, la maintenabilité et l'évolution de ces toolkits à une allure plus rapide ou continue en tout cas pour ces projets. Voilà, j'ai terminé. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Sinon, il y a sûrement des réponses sur le Merci, site Olivier. et il y a un chat aussi. Et il y a les liens, il y a un GitLab. Je vous Alors, remercie. merci, Olivier. Ceux qui ont des questions, à la limite, vous pouvez lever la main, je vous passe la parole. Allez-y. Est-ce qu'il y en a qui lèvent la main ou qui se taisent à tout jamais? En attendant qu'il y en ait qui lèvent la main, Olivier, est-ce que c'est possible de générer la doc en offline ou il faut forcément un accès à Internet? Alors, la doc, si elle ne contient pas de diagramme, il n'y a pas besoin d'accès à Internet. Si elle contient des diagrammes, il faut un accès à Internet. Pourquoi? Parce qu'en fait, chaque type de diagramme, par exemple, si on prend PlantUML, il faut le processeur PlantUML d'installer. Et ça, c'est du Java à installer. Si vous voulez du GraphViz, c'est une autre techno. Donc, installer tous les types de diagrammes, installer les processeurs pour tous les types de diagrammes, c'est hyper complexe. Donc, moi, l'option que j'ai choisie, c'est d'installer la couche ASCII Doctor, qui est du Ruby, qui peut s'installer vraiment de manière locale. Hein, quand j'installe, ça tient dans un répertoire. J'ai besoin d'aucun droit d'admin. Je copie des fichiers dans un répertoire et puis je vais appeler des lignes de commande dans ce répertoire. Et quand il y a un diagramme, en fait, au lieu d'aller appeler le générateur PlantUML, par exemple, ben, on va appeler Croquis via Internet, qui va nous renvoyer l'image. On va lui envoyer le diagramme et il va nous renvoyer l'image. Donc ça nécessite un accès Internet. Après, vous pouvez installer Croquis localement aussi. C'est une possibilité. Si vous ne voulez pas que vos diagrammes ils partent à l'extérieur pour revenir, vous pouvez installer Croquis sur votre réseau, sur votre machine, sur votre réseau, et dire, bah, au lieu d'aller pointer sur croquis.com, ou croquis.io, je crois, bah, vous allez pointer sur une IP spécifique chez vous, quoi. Ok, merci Olivier. Petite question sur le sujet, j'en profite lâchement, Olivier. Tu as le point d'entrée au niveau de ton toolkit pour justement spécifier Croquis? Pas encore. Okay. J'ai rajouté des choses, mais actuellement, on peut. Oui, alors une chose que j'ai pas dit dans ma présentation, cet après-midi, voilà, il y a une toute nouvelle version 1.7 qui apporte un certain nombre de fonctionnalités en plus, dont la capacité de alors, j'ai lu donner les thèmes PDF. C'est-à-dire que de base, bah, on a une ligne de commande qui est très simple, hein, qui prend le fichier ad hoc et puis le fichier output qu'on veut. Et bah, si on rajoute un certain nombre de lignes de commande, on peut rajouter, dire, bah, voilà, si tu génères un PDF, je veux que tu utilises tel fichier thème pour avoir quelque chose de complet. Et puis aussi la capacité d'ajouter des attributs. Merci Olivier. Voilà. Je passe la main à Cyril Gambini. En voiture, donc j'espère que vous m'entendez bien. Salut Cyril. Je veux juste préciser que c'est pas réservé au monde de la view. Olivier l'a dit comme pas mal, mais c'est pas réservé au monde de la view. Je suis en train de travailler sur un système qui génère des rapports test-stand depuis test-stand pour avoir les fameux rapports test-stand faits en ASCII doc et qu'on peut générer ensuite en HTML et PDF.
Et croyez-moi, ça donne des PDF de bien meilleure qualité que ce que NI est capable de fournir avec la sortie PDF de base. Donc, pour ceux que ça intéresse, c'est un projet qui n'est pas encore open source, qui pourrait s'ouvrir. Ça utilise bien évidemment le toolkit d'Olivier. C'est un LabVIEW qui est planqué derrière, mais qui travaille directement sur la resultiste testant. Voilà, c'était juste pour mentionner. Merci Cyril. Si je peux me permettre, en fait, à force de présentation d'Olivier, j'ai fini par mettre le doigt dedans. J'y ai passé un certain nombre de soirées dans ASCII-Doc. Il y a une petite limite à l'heure actuelle au niveau du PDF qui est la gestion de la pagination. Pour la doc technique, globalement, ça va bien. Et si on cherche à avoir un rendu, de gérer ce qu'on appelle les veuves et les orphelins, de ne pas avoir une ligne d'un paragraphe qui traîne d'une page sur l'autre, c'est pas toujours évident. Et la toolchain telle qu'elle existe aujourd'hui pour le PDF n'est pas forcément prévue pour le générer. Ce que j'en ai lu rapidement sur les différents forums, issues autour du sujet. Il travaille actuellement sur un autre moteur de rendu, enfin il y a un projet exactement d'un autre moteur de rendu qui passerait par un navigateur web, enfin l'équivalent d'un navigateur web pour gérer un peu plus proprement cette gestion de la pagination, etc. sur les rendus PDF qui sont déjà top. Juste pour donner le contexte, on est en train de rédiger un espèce de gros manuel. J'ai pas mal de contenu et concrètement, il va falloir que je passe à la main, vérifier le rendu PDF et passer à la page suivante, forcer le passage à la ligne suivante. Il y a quelques caractères à mettre quelque part pour que ce soit effectivement clean et qu'il n'y ait pas de trucs un peu bizarres dans le rendu final au niveau du PDF. Néanmoins, il y a des gens qui travaillent en open source toujours donc, sur leur temps. Voilà, moi je regarde comment ça peut. Je ne sais pas dans quelle mesure je pourrais contribuer, mais ça avance et il y a des gens qui travaillent sur le sujet. Merci Mathieu. Est-ce que d'autres personnes ont levé la main? Il y a moi là à l'instant, mais c'est une erreur. Pas d'autres questions? Je suis pas sûr d'avoir posé toutes les questions qu'il y avait dans le chat. Si certains veulent la poser directement. Ne soyez pas timide. C'est ça. Olivier peut être gentil parfois. Non mais merci Amaury. Olivier. En tout cas, c'était super. Amaury. Amaury. Vas-y Amaury. Salut Olivier, salut à tous. J'ai enfin trouvé le bouton. Salut Amaury. Non, j'avais des questions, mais c'était plus au niveau de l'installation du compilateur. Ouais. Notamment sur la taille. De voir si c'était 5 de mégas, 200 mégas. Non, ça doit être de mémoire, ça doit être une trentaine de mégas, je crois. D'accord. En fait, j'installe vraiment le minimum. Je suis pas du tout spécialiste Ruby. J'étais déjà content d'arriver à voir ce qu'on ne sait plus faire dans la view, embarquer le runtime. En gros, c'est ce que j'ai fait. Hein. J'ai embarqué les fichiers du runtime de Ruby avec les gemmes qui vont bien pour ASCII-Doc et ASCII-Doctor. Et je les copie à un endroit où normalement j'ai les droits d'écriture, quelle que soit la configuration IT, a priori. Et puis à partir de là, j'adresse mes lignes de commande sur ce répertoire-là. Une trentaine de mégas. Il y a si tu es un peu plus curieux, si tu vas sur le GitLab de WowaLab, il y a un projet qui a ce que j'installe en fait, qui a le contenu de ce que j'installe. Je vais aller voir. Et la deuxième question, vite fait, compiler un document, c'est long? Ça peut être rapide, long, c'est dire quoi? Ça peut être de quelques secondes à quelques minutes. Mais moi, je génère juste pour. Alors, je peux, si je peux te répondre, ça 2-3 minutes pour des documents de plus de 300 pages. Ouais, donc pour des gros documents du coup. Ouais, donc si tu as un rapport de 2 pages. Ouais, ça va être assez rapide. Moi, je génère des gros avec Antidoc, donc qui est le toolkit qui utilise le toolkit ASCII-Doc. On peut générer. Moi, ça m'arrive de générer des documentations de 500 pages. D'accord. Je mets 20 minutes à générer le fichier ad hoc, enfin, les fichiers ad hoc, et je mets 2-3 minutes à générer le PDF via un runner GitLab qui est fourni en public, donc qui ne doit pas être très très puissant non plus. Voilà. Ok. Ouais, donc c'est utilisable assez facilement, quoi. Alors moi, je l'implémente actuellement pour un client là. Oui, ça va très bien pour de la génération de rapports. Hein. Enfin, ce que je vous ai présenté, c'est
voilà, vous avez besoin de présenter des données dans une application LabVIEW, je pense qu'il y a beaucoup plus de possibilités et de facilité à avoir au final un document hyper propre pour votre client, ce que disait Cyril, hein, via ASCII Doctor et ASCII Doc que via le Report Generation Toolkit. Pour la Merci. petite anecdote, je me permets, c'est ce que je t'écrivais, Amaury. J'ai noté que les allers-retours avec Croquis en web service avaient un impact assez significatif. Alors, j'ai des documents qui n'étaient pas monstrueux en l'occurrence, mais le fait de ne plus l'avoir, la génération était quasi instantanée quand elle me prenait quelques secondes parce que les allers-retours avec le web service de Croquis. Mais voilà. Bien évidemment, si tu as beaucoup d'images et qu'il faut demander requêter Croquis, ça prend beaucoup plus de temps que si tu installes tout. Moi, après, l'idée, c'était de dire quoi? C'était de dire, vous ne connaissez pas ASCII Doc, vous n'avez pas envie de vous embêter avec ASCII Doctor, ce que je peux parfaitement comprendre, ce que je comprends parfaitement. Avec le toolkit, vous installez, vous pouvez générer un PDF. Ce n'est pas optimum. Si vous voulez de l'optimum, là, vous installez ASCII Doctor sur votre machine avec l'ensemble de la toolchain, avec l'ensemble des outils de génération de diagrammes ou d'images nécessaires. Et là, vous avez le truc optimum qui vous permet de générer votre document. Moi, personnellement, la manière dont j'utilise le plus cette génération de documents, c'est via de l'intégration continue où je vais générer la doc de mes codes sources. Donc ça se fait de manière automatique. Et ensuite, j'utilise une installation de ASCII Doctor via un Docker, une image Docker. Donc il y a une image Docker officielle de ASCII Doctor qui est toujours à jour. Donc, je ne suis pas optimum non plus dans ma génération. Par contre, je ne m'occupe pas de l'installation et ça se passe tout en tâche de fond. Si on a des besoins vraiment spécifiques de génération rapide, là, la voie royale, c'est d'installer toute la toolchain en local, clairement. Merci Olivier. Est-ce qu'il n'y a plus de main levée? Est-ce que d'autres ont des questions encore? Que je voyais, il y avait Xavier. Tu Il y avait des voulais questions poser une autour de question? la tech. Ouais. Xavier, tu veux poser ta question ou pas? Oui, non, peut-être? Allô, ouais. Ouais, bah vas-y. Alors moi, je suis pas du tout un spécialiste. Enfin, j'ai jamais utilisé ASCII Doc et tout ça. Donc, par contre, j'ai beaucoup utilisé la tech au bureau. Et il y a des éléments dont on parlait tout à l'heure, dont parlait Mathieu, je crois, sur les veuves et orphelines, qui se gèrent très bien avec ce type de solution, qui fonctionne pareil, hein. Il y a un document en markup, il y a un processeur ensuite qui va générer le PDF. Voilà. Je ne sais pas du tout si c'est articulable en fait avec ce genre de solution ou si c'est deux mondes qui sont complètement séparés et pas du tout compatibles. Je ne sais pas si vous aviez essayé. Moi, j'ai jamais fait de la tech. Je maîtrise pas. Voilà, j'ai vu des documents, j'ai vu des codes sources. Je saurais pas faire un comparatif des deux. Il me semble que c'est quand même plus complexe d'écrire en LaTeX et de générer. Et il me semble que ça ne génère que des PDF. Je veux pas dire de bêtises, hein. S'il y a des gens qui s'y connaissent beaucoup plus en LaTeX Oui, que ça moi, génère que du PDF, hein. Donc du coup, il n'y a pas le côté HTML qui il n'y a est pas le beaucoup côté plus intéressant. multi-document. Et il y a sûrement une complexité d'écriture qui est un peu plus grande. Après, pour moi, la tech était beaucoup utilisée aussi pour tout ce qui est formules, mathématiques, de chimie, etc. Et il y a cette passerelle-là qui existe où on peut mettre des formules mathématiques ou scientifiques, on va dire, STEM, c'est appelé comme ça dans les blocs, dans ASCII Doc. Donc voilà, s'il n'y a pas, voilà, sur les veuves et les orphelines, là c'est vraiment un problème, voilà, c'est hyper spécifique et lié au, alors pas forcément un point de détail, ça dépend du contexte, mais par exemple si on génère que du HTML, ça c'est un point de détail, parce qu'on n'a plus le problème. Donc voilà, j'ai pas de réponse tranchée. Je pense que comme tout, ça dépend du contexte. Je pense que ASCII Doc
et ASCII Doctor sont quand même beaucoup plus légers et simples à mettre en œuvre que l'ATAC, de ce que j'ai pu en comprendre. Ok, merci beaucoup du coup pour l'avis. De rien, avec plaisir.